Bienvenue dans Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaëlle de Foucault, chercheuse inconditionnelle de bulles de bonheur. Je suis heureuse de partager avec vous mes outils, mes recherches et mes expériences de thérapeute pour glisser des bulles de bonheur dans votre quotidien. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Alors, est-ce qu'il vous arrive de vous parler comme à votre pire élève, alors qu'en fait, vous auriez besoin d'un ami ? Dans cet épisode 286, notre sujet, c'est l'autocompassion. Cette manière de se traiter avec bienveillance, de reconnaître nos limites sans se juger et de retrouver du souffle quand la vie nous bouscule. Vous allez découvrir pourquoi la sévérité ne motive pas et comment quelques gestes simples peuvent apaiser, remettre en mouvement et transformer votre regard sur vous-même. D'ailleurs, en travaillant cet épisode, je me suis revue écrire mon livre 52 idées pour prendre le temps d'être heureux, avec cette idée qui revenait sans cesse, la douceur, ça change tout. Une phrase, un souffle, un petit geste, et bien des choses se dénouent. C'est exactement l'esprit et du livre et de l'autocompassion. Pas de grande révolution, juste un petit changement de regard qui fait du bien. Alors, pour vous procurer le livre, rien de plus simple. Vous allez sur notre site 2 minutes de bonheur. Et maintenant, vous avez envie d'être votre meilleur ami ? Place à l'épisode. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Je me sens épuisée. Ce matin encore, j'ai oublié un dossier important à la maison. Je suis vraiment trop nulle. Je n'avais pas le temps de repartir à la maison, alors j'ai passé tout mon trajet à me traiter de tous les noms et je suis arrivée ultra agacée. Hier, j'ai raté une présentation et j'ai passé la soirée à me dire que je n'étais pas à la hauteur. En plus, avec tout ça, j'ai crié sur les enfants. Pour les devoirs, les bains, le dîner. J'ai tout faux sur toute la ligne. Et il y a cette petite voix qui revient sans cesse. Tu devrais mieux t'organiser, tu devrais être plus forte. Me botter les fesses ne semble pas beaucoup m'aider. Ça m'épuise encore plus. Et là, ça me chicote. Pourquoi suis-je si dure avec moi-même ? Est-ce que je pourrais faire autrement ? Existe-t-il une manière de se parler qui apaise au lieu de blesser ? Effectivement, pourquoi sommes-nous si durs avec nous-mêmes ? Et oui, comme cette jeune femme dont on parlait, quand vous traversez un moment difficile, quel est votre dialogue intérieur ? Comment vous parlez-vous ? Comme un ami ou comme un enseignant sévère, une mère exigeante ou votre boss jamais satisfait ? Généralement, malheureusement, c'est plutôt la deuxième option qui l'emporte parce que nous avons souvent été éduqués à être forts, à faire des efforts pour avancer dans l'adversité coûte que coûte. Puis il y a aussi toute une littérature qui nous pousse à croire que quand on veut, on peut. Et qui nous pousse aussi à croire que toute difficulté serait plutôt le fruit d'une faiblesse personnelle ou d'un manque de volonté. N'est-il pas pourtant assez contre-intuitif de mal se parler alors que nous devrions être notre premier et meilleur allié ? Et puis, lorsque vous vous mettez une grande gifle, vous repartez avec une énergie positive ? Personnellement, je ne le crois pas et je ne le pense pas. Allez, je change de regard. Aujourd'hui, j'aurais plutôt envie de vous proposer d'essayer l'autocompassion. L'autocompassion, c'est se traiter avec la même bienveillance que nous serions prêts à offrir à un ami ou à un proche en souffrance. C'est ce que je disais juste avant. C'est entretenir un dialogue intérieur bienveillant, qui ne juge pas et qui soutient. Ce concept, développé par la psychologue Christine Neff, est aujourd'hui soutenu par de nombreuses études scientifiques. Selon la chercheuse de l'Université du Texas, l'autocompassion est la compassion dirigée vers soi. Par exemple, au boulot, j'ai eu un gros moment de stress à quelques heures d'un événement que je devais organiser. J'étais tendue et plutôt autoritaire avec l'équipe. Un peu speed, vous voyez. Je me suis jugée. J'ai vraiment été horrible ce soir. Je n'ai pas su garder mon sang-froid. En rentrant après la soirée, je m'en voulais. Ça a complètement occulté le plaisir ou le succès de l'événement. Alors que j'aurais pu me dire, je suis humain, j'ai réagi sous le stress, je vais aller reconnaître ma faute auprès de l'équipe et présenter mes excuses. Effectivement, l'autocompassion présuppose un certain inconfort car il s'agit de reconnaître sa douleur, d'en comprendre l'origine, d'accepter de s'être planté, de ne pas avoir été parfois à la hauteur, d'avoir fait une bêtise, bref, d'être imparfait.
Je vous encourage à réécouter notre podcast 141, je ne peux pas plaire à tout le monde. Alors comment Christine Neff aborde ce sujet de l'autocompassion? En fait, elle va le décomposer en 3 éléments. Premier élément, la bienveillance envers soi. C'est notre capacité à nous offrir à nous-mêmes les mêmes encouragements que nous donnerions à quelqu'un d'autre. Lorsque mon fils vient me voir parce qu'il s'est planté à un examen, je l'écoute. Je participe à sa déception. Il a travaillé fort pour avoir une bonne note et il est triste que ses efforts n'aient pas payé. Donc je l'écoute, je le soutiens, je l'encourage. Cette même attitude participe à de l'autocompassion que nous pouvons nous accorder. Deuxième idée de Christine Neff, l'humanité commune. J'aime personnellement beaucoup ce concept qui a le mérite de tendre le cou à de nombreuses perceptions et a priori. Se connecter à notre humanité commune, c'est se rappeler que les émotions désagréables, la déception, la colère ou encore la tristesse font partie de la vie et de l'expérience humaine. De même qu'il est universel de traverser des hauts et des bas, des réussites, des échecs, et qu'aucun parcours n'est linéaire et sans obstacle. Si vous rencontrez des gens comme ça, s'il vous plaît, envoyez-les-moi. Et je crois beaucoup au fait de reconnaître que ce que nous vivons est normal et naturel, et ça apporte de nombreux bénéfices. Qu'est-ce que ça va apporter, le fait de se rendre compte qu'on est comme les autres et qu'on vit souvent les mêmes choses que les autres? D'abord, c'est se rappeler que certaines pensées, émotions ou comportements sont courants et normaux et carrément universels, et ça permet de casser le cycle de la honte et de l'isolement. J'observe beaucoup dans mes séances d'accompagnement combien le partage d'expériences apaise, combien cette normalisation, elle apaise. De ce fait-là, les personnes que j'accompagne, elles se sentent moins seules et elles se sentent moins jugées et elles sont également moins enclins à se juger durement. C'est une belle voie de l'acceptation de soi. Deuxième bénéfice de cette humanité commune, c'est que c'est sur cette base de l'acceptation de soi que nous retrouvons l'énergie qui nous permet de faire preuve de régulation émotionnelle. Puisque nous sommes moins anxieux à l'idée de ressentir ce que nous ressentons, puisque nous sommes capables d'apprivoiser nos émotions, de les nommer, de les comprendre, autant de compétences que nous pouvons développer tout au long de notre vie, comme je vous en ai parlé dans l'épisode 140, je suis émotionnellement intelligent. Le troisième bienfait de justement cette humanité commune, c'est le fait de dédramatiser la situation. Ça va faciliter le changement. Nous sommes capables de considérer des options, des chemins pour comprendre et rectifier notre énergie, et de ce fait-là, c'est de nouveau possible. Et nous sortons alors de la rumination. Allez-y dans l'épisode 83 sur la rumination. Ensuite, le troisième point de Christine Neff, c'est la pleine conscience. J'aime bien cette dernière composante aussi de Christine Neff. On a déjà effectivement abordé le sujet dans nos épisodes 25 sur le moment présent et le 218 sur la respiration consciente. La pleine conscience nous permet de rester dans le moment présent pour comprendre précisément ce qui s'y joue. Souvent, lorsque je stresse ou que quelque chose me chicote, je plonge tête baissée dans la recherche de solutions parce que ça me rassure et je cherche à me sécuriser. Par exemple, l'ambiance à la maison n'est pas bonne en ce moment. Trop de boulot, des journées trop courtes, une fin d'année chargée pour tout le monde, des préparatifs de fête qui nous occupent l'esprit. Et mon réflexe va être d'en prendre encore un peu plus sur les épaules pour alléger le quotidien de tout le monde ou alors anticiper les besoins de chacun pour remettre de l'huile dans les rouages. Intention, certes, louable, vous en conviendrez. Cependant, en sautant trop rapidement dans la recherche de solutions, je m'empêche de bien comprendre ce qui se passe en moi. C'est un peu comme une fuite en avant qui m'évite de regarder la solution de plus près, de prendre du recul et d'essayer de trouver une solution qui soit plus constructive, même si c'est inconfortable, je l'avoue. La pleine conscience permet d'adopter une perception réaliste de la situation, vraiment pour l'adresser autrement. Alors, je vais vous donner un exemple concret d'autocompassion. Une femme que j'accompagne a un fils en bas âge. Elle reçoit régulièrement des appels de la crèche pour venir chercher son petit qui a un coup de fièvre ou qui tousse. Ou
qu'il a une conjonctivite. Et la voilà qui se retrouve bien régulièrement à faire du télétravail avec son petit de 2 ans à côté, à participer avec des réunions où elle se montre pas trop et avec son enfant qui colorie à côté et qui fait des parties de memory. Évidemment, elle répond de temps en temps à ses mamans qui reviennent en essayant d'escamoter tout ça pendant les réunions. Cet imprévu à répétition, ça l'agace énormément et ça nourrit chez elle une frustration grandissante. Elle m'en parlait l'autre jour et me disait combien elle se sentait nulle et que ces jours-là, elle faisait tout pour essayer d'occuper son enfant, de le détourner de ses occupations pour arriver, elle, à travailler, que ça bouscule pas trop son planning de travail, parce qu'elle veut pas trop se reposer sur les autres sous prétexte qu'elle a des enfants. Alors vous voyez, ce discours, il est plutôt dévalorisant, même écrasant. Et comment est-ce qu'elle finit ces journées, cette jeune femme, à votre avis? Elle est excédée et culpabilisée de n'avoir rien assuré correctement. Pas plus pour son enfant que pour son travail. Lorsque nous en avons discuté, je lui ai rappelé que non, il n'est pas normal de devoir assurer un travail intellectuel avec un petit de 2 ans, dont il faut s'occuper en même temps. Et qu'il est parfaitement normal qu'elle trouve ça difficile. Vous voyez la normalisation. Et du coup, je l'ai encouragée à en parler avec ses collègues qui, quand elle l'a fait, lui ont tous partagé leurs souvenirs de la pandémie, de la difficulté de la conciliation vie pro, vie perso, qui, du coup, ils ont pu en parler. Et puis ses collègues lui ont aussi confié combien ça avait été aussi pénible pour eux et combien ils s'étaient aussi sentis coupables. Depuis, elle vit beaucoup mieux ses journées imprévues. Elle allège du coup un peu son planning comme elle le peut. Elle se traite avec plus de douceur, ce qui allège considérablement le stress et les angoisses qui la traversent. Comment est-ce que l'autocompassion est au service de la régulation émotionnelle, justement? Alors, on va faire un petit tour un peu scientifique grâce au professeur Paul Gilbert, qui est un chercheur anglais et qui a démontré les bienfaits de cette approche en développant la théorie fondée sur la compassion. Il nous rappelle que le cerveau humain dispose de 3 systèmes de régulation de ses émotions et qui sont évidemment interreliés. Premièrement, le système primaire centré sur les menaces. Il est là pour que nous prenions des décisions rapides lorsque nous sommes en danger. Je vous en ai parlé dans notre épisode 128 sur les mécanismes primaires du cerveau et dans l'épisode 120 sur le stress. Donc vous voyez, par exemple, si votre enfant met les doigts dans la prise, crac, sans réfléchir, il y a une menace et vous le prenez. Un deuxième système est davantage guidé par les besoins et la recherche de plaisir immédiat. Ce système gouverne l'excitation, l'attrait pour la nourriture ou quelque chose qui nous fait plaisir. Vous voyez, la main dans les cacahuètes et on ne sait pas s'en arrêter. Le troisième qui nous intéresse davantage, il est centré sur le sentiment d'appartenance. Rappelez-vous, c'est un besoin fondamental de l'être humain. Je vous en ai parlé dans notre épisode 221 sur la théorie de l'autodétermination. Ce système génère de l'apaisement, de la douceur, un sentiment de sécurité émotionnelle. L'autocompassion active le système d'attachement, de soins qui nous permet de nous sentir en confiance et d'améliorer notre rapport au monde. Là où nous croyons souvent, à tort, que l'autocritique va nous permettre d'avancer plus loin. C'est en fait l'autocompassion, ou plutôt l'autocompassion, qui, en nous mettant en sécurité, nous remet en action. Et là, vous pouvez aussi faire les liens sur tous les épisodes que j'ai fait sur l'attachement. Plus on est en sécurité, plus on est capable de partir explorer le monde. L'autocompassion est donc bien une composante importante de l'acceptation et de l'estime de soi. Effectivement, alors du coup, comment l'autocompassion apaise? D'abord, elle réduit le stress et l'anxiété. Alors, ça peut être assez contre-intuitif. Cependant, en accusant réception de ce qui nous arrive et en nous traitant avec bienveillance, nous évitons de bloquer excessivement et de nous bloquer sur notre souffrance. Nous la mettons davantage à distance, nous prenons du recul, ce qui nous permet de réguler le stress et nos inquiétudes. Nous maintenons ainsi une bonne distance qui empêche l'émotion plutôt désagréable d'occuper tout l'espace. Un autre bienfait.
Lorsque nous nous traitons avec plus de douceur, nous augmentons notre capacité à célébrer nos propres petites victoires et nos progrès. Le simple fait d'avoir accusé réception de nos difficultés passées et d'avoir reconnu les efforts exigés nous permet aussi de constater combien nous nous sommes améliorés. C'est excellent pour la satisfaction personnelle. Encouragez-vous. Yes, I did it. Même pour une poubelle qu'on a descendue, qu'on n'avait pas envie de descendre. Je vous renvoie sur notre épisode 125 sur la motivation. Ce sont nos progrès et nos sentiments de compétence qui nourrissent notre motivation intrinsèque qui est tellement indispensable. Ensuite, troisième point, cette attitude d'autocompassion permet de faire preuve d'une meilleure résilience devant les obstacles ou les échecs. Lorsque je me suis plantée à mon permis de conduire, par exemple, après plusieurs essais, j'ai fait juste un blocage. Et j'étais persuadée que je ne l'aurais jamais, que j'étais un danger. Il m'a fallu beaucoup de patience et de bienveillance, et surtout celle de mon conjoint pour retourner derrière le volant. Et à 30 ans, j'ai réussi enfin à décrocher le sésame et j'ai osé conduire seule. Il est certain que si je m'étais traitée avec plus de douceur, j'aurais réduit mon stress de me planter de nouveau. J'aurais pu explorer des façons de mieux me préparer. Et l'autocompassion, justement, elle permet d'adopter une approche plus constructive de nos faiblesses et de nos échecs pour éventuellement rebondir, ce qui est excellent pour notre estime de nous-mêmes. Un élément qui est hyper important pour tous ceux qui cherchent à rebondir après une séparation. Prenez le temps d'avoir de la compassion vis-à-vis de vous-même, de cesser de vous dire tout ce que vous avez raté, tout ce que vous n'avez pas fait bien fait. Il y a des choses que vous avez aussi bien fait. Nommez-les et c'est ça qui vous permettra d'arriver à rebondir. Et puis enfin, l'autocompassion, elle permet aussi de renforcer notre autonomie affective. Nous ressentons moins le besoin de recevoir de la validation externe puisque nous sommes connectés à nous-mêmes, nous sommes capables de nous féliciter. Et en plus, nous apprenons davantage à nous apprécier comme nous sommes. Regardons maintenant combien cette approche qui semble si autocentrée nous permet au contraire de mieux être en relation avec les autres. Et là, on touche du doigt toute la subtilité du concept que je développe de minutes de bonheur. C'est exactement ça. Prendre du temps pour mieux se connaître, pour s'accepter, pour s'aimer tel que nous sommes, c'est ça qui nous met en route et en lien vers les autres. Et c'est ce chemin-là qui est intéressant et que j'aime faire avec vous à travers le podcast Bulle de Bonheur. Parce que ce qui est important, c'est de garder en tête que les relations équilibrées sont essentielles à notre bien-être durable. D'abord, pratiquer l'autocompassion, c'est une excellente école de la bienveillance envers les autres. Nous pardonnons bien mieux aux autres quand nous-mêmes, nous savons être indulgents envers nous-mêmes. Je suis effectivement bien plus tolérante avec ma voisine qui râle dans le train pendant la grève quand je reconnais que pour moi, non plus, c'est pas si évident de me pointer sans savoir si je pourrais me rendre au boulot, d'attendre, d'être en retard et de stresser un peu toute la journée pour mon trajet de retour. Nous comprenons mieux les limites d'autrui quand nous reconnaissons les nôtres avec douceur et gentillesse. L'autocompassion a aussi pour vertu de nous aider à mieux nous comprendre et ainsi à prendre soin de nous-mêmes en appréhendant nos limites. Dans nos relations aux autres, nous pouvons alors mieux gérer le dosage, nous apprenons à dire non et aussi à dire des vrais oui. Alors je vous renvoie à notre épisode 38 sur le non, qui est un sujet qui revient énormément dans mes accompagnements. Pour finir, l'autocompassion nous recentre sur nous-mêmes et ainsi nous permet de moins nous comparer et du coup moins négativement. Ce sujet, qui est tout aussi riche et tout à fait d'actualité, je l'aborde dans notre épisode 193, J'arrête de me comparer. Alors, vous me direz comment pouvons-nous pratiquer cette autocompassion au quotidien ? Christine Neff propose de prendre une pause articulée autour des moments suivants. Premièrement, reconnaissez votre difficulté. Passez de « Ouf, je n'ai vraiment pas aimé ma déception pendant le dîner des enfants, je me suis énervée pour un rien, comment font les mères parfaites d'Insta ?»
Il est important ici de poser des mots sur les émotions qui vous traversent. À ce moment-là, vous vous êtes senti envahi par tout ce bruit et ce chaos. Vous étiez frustré que vos enfants ne vous écoutent pas, que rien n'avançait selon les consignes et ça vous a mis en colère. Juste c'est normal et naturel, rappelez-vous. Deuxième étape, selon Christine Neff, replacer les choses dans leur contexte. Et oui, vous pouvez vous dire en ce moment, c'est difficile, le boulot c'est difficile, vous êtes crevé, vous avez envie d'être solo sous votre couette avec une tisane et écouter la neige qui tombe quand elle tombera. Et la situation du dîner, c'était tout l'inverse. Enfin, la troisième étape, soutenez-vous avec gentillesse. Oui, c'est ok, ça arrive à tout le monde. Je suis pas une sorcière atroce, je suis juste une maman fatiguée qui a besoin d'une pause. D'ailleurs, et si je déléguais le prochain dîner ou si je prenais un moment en silence ou un moment de douceur rien que pour moi dans la semaine ou dans les jours qui arrivent pour recharger mes batteries, un de ces jours. Vous pouvez même vous écrire une lettre à vous-même qui pourra être aussi une ressource vers laquelle vous reviendrez lorsque vous en aurez besoin. Vous pouvez aussi vous donner vous-même un petit câlin, une petite caresse sur la main, sur le ventre ou la main posée sur votre cœur qui se soulèvent sont autant de petits moments de douceur avec vous-même. Et hop, je me lance. En bref, si je résume, l'autocompassion 1 est une attitude d'acceptation et de bienveillance envers soi-même qui repose sur notre humanité commune. 2. L'autocompassion nous met en action et nourrit des relations équilibrées avec notre entourage. 3. L'autocompassion se cultive par un dialogue intérieur tout doux qui normalise nos réactions. Alors à vous de jouer, chers auditeurs. Cette semaine, la carte de 2 minutes de bonheur vous propose de repérer une occasion où votre jumeau maléfique intérieur commence à embarquer et de tester la pose de Christine Neff. L'essayer, c'est l'adopter. Et la petite mousse de la semaine est servie par Ralph Waldo Emerson qui nous dit « La seule façon d'avoir un ami est d'en être un. » Alors, avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Laissez un commentaire et partagez ce podcast à vos amis pour leur envoyer des bulles de bonheur. Pour recevoir les prochains épisodes, inscrivez-vous à la newsletter sur 2minutesdebonheur.com. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook et Instagram en cherchant 2 minutes de bonheur. Et désormais, retrouvez aussi la version vidéo sur notre chaîne YouTube 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.